Bonjour et bienvenue à tous. Et on est tous très heureux de vous voir si nombreux pour ce 15e et dernier atelier citoyen organisé par le collectif pour une région écologique, citoyenne et solidaire. Alors, je signale d'entrée que le lien pour la signature de l'appel, si jamais vous n'aviez pas déjà signé cet appel, est dans le chat sur les deux plateformes sur lesquelles nous sommes en streaming. Et je me présente, je suis Pierre Carrette, je suis adhérent d'Europe Écologie Les Verts, je suis candidat pour les élections régionales et aujourd'hui je vais être l'animateur pour cet atelier pour une biodiversité positive. Alors si je suis ici ce soir et si on a convenu que j'animerai cet atelier, ce n'est pas un hasard. Je baigne dans la protection de la biodiversité depuis toujours, j'allais dire, et depuis une vingtaine d'années à titre associatif, à titre personnel, à titre professionnel également. Je travaille depuis plus de 20 ans pour des programmes de coopération internationale dans le domaine de la protection de la nature, notamment dans les pays tropicaux. Et aujourd'hui, je suis directeur de programme pour la Méditerranée pour une institution internationale. Et en parallèle, je suis aussi agriculteur bio dans l'ouest de la Sarthe. Et l'agriculture bio, c'est aussi quelque chose pour lequel on fait très attention à la biodiversité naturellement et qui contribue au maintien de la biodiversité sur notre territoire. Donc aujourd'hui, nous allons parler de biodiversité avec comme intitulé « Pour une biodiversité positive ». Alors, il y a un petit double sens dans cet intitulé et on l'a choisi à dessein quand on a discuté du programme biodiversité dans le cadre du collectif. D'ailleurs, je remercie aussi, j'en profite pour remercier Alain Bulto qui a fait un travail énorme au niveau du collectif pour la biodiversité. Et on voulait garder ce double sens à la fois pour mettre l'accent sur l'aspect positif de la biodiversité dans nos vies, dans notre cadre de vie, pour la production dans notre territoire, pour aussi l'attractivité touristique, montrer vraiment que la biodiversité est un atout pour la région Pays de la Loire. Et puis aussi faire un parallèle avec les territoires ou les maisons à énergie positive, c'est-à-dire bouger un petit peu depuis non seulement stopper l'érosion de la biodiversité dans notre territoire, mais se donner également comme objectif de regagner de la biodiversité dans notre territoire et que ce territoire soit une source de biodiversité à l'avenir. Donc aujourd'hui, mon rôle, ça va être de distribuer la parole, de garantir qu'on ait un débat constructif avec comme objectif de partager nos expériences, de définir aussi des pistes de réflexion pour définir, pour travailler à la définition d'un programme pour les régionales 2021 qui sont prévues pour le mois de juin. Une fois que nos grands témoins se seront exprimés, on aura environ une demi-heure tous ensemble pour débattre. Vous pouvez dès à présent envoyer vos questions dans la section discussion de Zoom ou dans les commentaires pour ceux qui sont sur le Facebook Live. Et notre équipe se chargera de récupérer les questions et de faire en sorte qu'on puisse les poser à nos grands témoins par la suite. Aujourd'hui, nous avons 3 grands témoins et je suis très heureux que vous soyez là et que vous ayez répondu aujourd'hui à notre demande pour venir partager votre grande expérience à tous les 3. Nous avons la chance d'avoir Edith Boulaine avec nous. Edith qui est engagée auprès de la CEPEN, la Société pour l'étude et la protection de l'environnement dans le nord et l'est de la Sarthe, depuis plus de 20 ans et dont elle a été présidente de 2009 à 2020. Nous avons également Myriam Pied, qui est animatrice des chantiers renaturation au sein d'une initiative qui est très intéressante, qui est l'initiative des dirigeants responsables de l'Ouest, qui regroupe des entreprises qui souhaitent s'engager et qui s'engagent dès aujourd'hui, bien sûr, pour des pratiques sociales et environnementales. Et puis, enfin, et je vais lui passer la parole juste après, et je le remercie d'être présent, Florian Kirchner, ingénieur agronome, docteur en biologie et qui est responsable du programme espèces au sein de l'UICN France.
et qui va nous présenter la problématique de la biodiversité de manière un peu plus générale. Et je donne la parole à Florian. Bonjour tout le monde, est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Parfait. Alors, effectivement, je travaille à l'UICN, c'est l'Union internationale pour la conservation de la nature. Alors, on m'a demandé de faire un état des lieux de la situation de la biodiversité en 5 minutes. Évidemment, ce n'est pas possible, mais en 5 minutes, je vais essayer de vous donner quelques indications un peu générales. Les grands travaux de l'UICN, c'est d'établir des listes rouges d'espèces menacées. Et malheureusement, la crise d'extinction des espèces qui frappe la planète, la fameuse 6e crise d'extinction des espèces, ne concerne pas que les forêts tropicales ou les pays lointains, mais elle est aussi une réalité en France. Quand on regarde les résultats de la liste rouge des espèces menacées en France, on a des chiffres assez alarmants d'espèces menacées. Alors, je ne vais pas trop vous assommer de beaucoup de chiffres, mais pour les plantes et les insectes, on a 6 à 12, 15% des espèces qui risquent de disparaître. On monte à 20% d'espèces qui risquent de disparaître chez les amphibiens ou les poissons d'eau douce. Pour les oiseaux nicheurs, malheureusement, on est à 30% d'espèces menacées. Alors ça, c'est à l'échelle de la France métropolitaine. Et les pays de la Loire, sans surprise, ne sont pas à l'écart de cet état des lieux. On retrouve un petit peu les mêmes niveaux de menaces. Vous savez peut-être que pour la région, il y a des listes rouges qui ont été établies par des associations locales. Donc une liste rouge des oiseaux, une liste rouge des mammifères qui a été établie par la LPO en Pays de la Loire. Et ce qu'on observe, c'est qu'un tiers de ces espèces d'oiseaux et de mammifères sont menacées. Ça risque de disparaître de la région si on n'agit pas aujourd'hui. Il y a actuellement une liste rouge des libellules et des papillons qui est en cours d'élaboration. Et les premiers résultats qui sont en train d'apparaître montrent que chez ces insectes-là, libellules et papillons, vous verrez qu'il y a aussi des niveaux de menace très forts dans la région. Et puis, on a un état des lieux complet sur la flore qui a été fait par le Conservatoire botanique qui n'est pas plus réjouissant non plus. Alors, je ne peux pas vous citer beaucoup d'espèces, mais vous connaissez sans doute les espèces des prairies chez les oiseaux, comme le râle des genêts ou l'outard de canepetière. C'est des espèces qui sont menacées dans la région des Pays de la Loire. Il y a des rapaces, comme le circaille de Jean Leblanc, qui est très menacé. Et puis des petits oiseaux, ça c'est plus inquiétant. Des oiseaux qui sont encore communs, au sens où ils sont répandus, mais qui sont en net déclin. Alors, le bruant jaune, dans les Pays de la Loire, est menacé, ou le moineau friquet. C'est une des espèces de moineaux qui est en net déclin à l'échelle nationale et dans les Pays de la Loire. Tous deux sont menacés. Et du côté des mammifères, alors il y a des chauves-souris menacées comme le rhinolophe euryale. Il y a des petites musaraignes, la crocodile des jardins, par exemple. C'est une petite musaraigne qui est en net déclin, qui est menacée. Et puis même des espèces comme le putois aussi, qui sont en très mauvaise situation et sont vulnérables parce qu'ils sont en déclin. Alors, j'arrête là un petit peu l'énumération des espèces. Malheureusement, la liste est longue. Alors, quand on regarde l'état des lieux à l'échelle nationale, l'état des lieux de la liste rouge des espèces menacées, on a des indications assez nettes du coup des menaces qui pèsent sur la biodiversité en France. Alors, les menaces, pour vous citer les principales, de loin, pour la France métropolitaine, la première, c'est l'aménagement du territoire. Donc, tout ce qui est l'artificialisation du territoire, donc les zones urbaines ou les infrastructures qui grignotent les espaces naturels et les espaces agricoles. Et vous savez peut-être qu'en France, chaque année, on artificialise 65 000 hectares. 65 000 hectares par an. Donc, c'est énorme. Ça fait un petit département comme la Seine-et-Marne tous les 10 ans. Mais ça, c'est de loin la plus forte pression sur les espaces naturels et donc sur les espèces qui y vivent. Mais du coup, il y a des solutions à ça. C'est qu'on doit répondre à nos besoins en termes d'urbanisation, de zones commerciales, etc., sans miter inutilement les espaces naturels, sans fragmenter ces espaces, sans menacer les espaces les plus riches écologiquement. Dans les deuxièmes grands types de menaces, c'est tout ce qui est lié à l'intensification des pratiques agricoles. Alors, ça peut être les pesticides qui sont utilisés à forte dose, et en France, on est assez champion des fortes doses de pesticides. C'est aussi et beaucoup la disparition des micro-habitats naturels. Quand on fait disparaître des haies, des bosquets, quand on comble des mares, c'est autant de micro-habitats qui sont essentiels pour des espèces qui vivent, des petits oiseaux, des reptiles, des amphibiens. Et donc ça, l'uniformisation des paysages, en gros, c'est une des grandes causes de menaces. Alors, il y a encore des réponses à ça. On peut contenir les niveaux de pesticides à des niveaux faibles. Et puis, surtout, on peut restaurer des haies, on peut entretenir des paysages avec une forte naturalité, des bosquets, des haies, etc. Et il y a aussi des très bons exemples dans la région de paysages vivants, en fait, qui sont à la fois des paysages agricoles, mais accueillants pour la faune sauvage. Et alors, je vais très vite arriver au bout de mes 5 minutes, mais pour citer quelques autres menaces qui sont assez importantes pour la France, alors il faut citer pour les milieux marins la surpêche, alors encouragée par des subventions européennes, mais c'est une surpêche qui exerce une pression très forte sur les stocks de poissons. Et vous connaissez aussi la problématique des prises accessoires, qui en ce moment, notamment sur les dauphins, est catastrophique.
Donc, il y a des mesures du côté de la pêche clairement à mettre en place. Et puis, dans les autres menaces qui restent, alors la pollution des sols, des eaux et de l'air, mais surtout des eaux, pollution chimique et pollution plastique. Et puis ensuite, c'est les espèces envahissantes, les espèces qu'on introduit qui deviennent envahissantes. Alors, vous connaissez les problématiques ragondins, frelons asiatiques ou écrevisses américaines. Du côté du marais Poitevin, par exemple, c'est quelque chose qui est très présent. Et alors, je dois citer aussi une dernière menace qui est en train de venir, qui est celle du changement climatique, qui est en train d'arriver et qui change nettement la donne sur tout ce qu'il faut mettre en place pour pouvoir affronter les défis de demain en termes de préservation de la nature. Je pense que je vais m'arrêter là si je veux tenir les 5 minutes et laisser la parole aux autres intervenants. Merci beaucoup, Florian. Et c'est intéressant de voir ces menaces hiérarchisées, comme tu l'as fait, y compris pour les Pays de la Loire. Je rappelle que tous les participants peuvent poser des questions dans les différents, sur les outils qu'ils utilisent pour participer à cet atelier. Et je passe la parole à Edith à présent. Oui, alors je n'ai pas préparé comme Florian les 5 minutes, mais je vais rebondir justement sur ce qu'il vient de dire, parce que nous, en tant qu'association de protection de l'environnement, on utilise énormément évidemment la liste des espèces, la liste rouge, pour se précipiter lorsque dans une enquête publique, on voit qu'il y a des dérogations pour destruction d'espèces. C'est un outil qui pour nous effectivement très très important. Et je vais peut-être aussi, je vais vous dire qui il en est, mais je vais avant rebondir sur ce que vient de dire Florian, et notamment toutes les menaces qui pèsent sur les milieux. Et Florian, vous avez utilisé le mot de, je ne sais plus, dans l'article, je dirais même une banalisation même de nos paysages. Et les espèces, quelles qu'elles soient faune ou flore, et puis j'allais dire même peut-être les humains, nous avons besoin de ces paysages, de ces milieux. Et ces milieux sont des habitats quelquefois qui ont peut-être été un peu délaissés et qui sont de plus en plus menacés. Alors, il y a toutes les menaces dont vous avez parlé. Il y a aussi le drainage des sols. Et on voit très bien, alors que nous on est dans l'est de la Sarthe plutôt, et donc on a la chance quand même dans un lieu qui est encore bocagé. Eh bien, on voit très bien que des prairies qui étaient des prairies humides, les prairies alluviales, sont devenues des prairies à maïs, par exemple. Et toute la faune qui avait l'habitude de vivre là, de s'y réfugier, puisque l'Huisne est un couloir de migration qui remonte quasiment jusqu'à Nogent-le-Rotrou, et cette faune est effectivement très très menacée. Alors, si j'ai rebondi là-dessus, c'est que donc moi je représente ici les associations de protection de l'environnement, je vais dire de façon assez globale. La CPNES, la nôtre, a été créée par des naturalistes au départ. Flore, faune, et vous avez parlé du conservatoire de botanique, on a été au démarrage et même à toute la réalisation de l'Atlas de la flore sauvage de la Sarthe, avec Gérard Huneau qui menait cela et qui a été président de la CPNES pendant un grand moment. Et puis, évidemment, on a élargi aussi notre champ d'action, parce que je pense que c'est très, très important d'avoir tous les outils que, par exemple, vous, Florian, vous nous proposez, mais en même temps, les mettre au service les mettre en pratique au service du grand public, et puis au service des enquêtes publiques, pour éviter aussi à un certain nombre d'élus locaux et autres de faire trop de bêtises. Et surtout, je pense que la force du monde associatif, c'est que ce n'est pas une association par-ci, par-là. Ce n'est pas nous qui sommes, par exemple, on n'est pas les gens de la flore en Sarthe. Mais le monde associatif, ça nous permet d'être un réseau. Un réseau. Et ça, c'est très important, parce que nous sommes vraiment, nous sommes vraiment ceux qui sont le plus près du terrain et le plus près des gens, le plus près des habitants. Et on peut ainsi, d'une part, recueillir toutes leurs impressions, mais surtout s'apercevoir des lacunes dans leurs connaissances. Et nous, on s'aperçoit, par exemple, que tout ce qui peut exister, même au niveau du département, au niveau de la région, n'est pas connu du grand public.
tout ce qui est, il y a par exemple, nous avons dans les Pays de Loire, et ce qui a commencé en Sarthe bien avant, quelque chose que vous connaissez tous, je pense, c'est le Conservatoire des espaces naturels, qui non pas met sous cloche des espaces, mais les gère, les entretient, sans doute tels qu'ils l'étaient quand il y avait encore du pâturage, et qui se rend aussi propriétaire de certains espaces. Et je pense que ça, il y a même des élus qui ne le connaissent pas. Je pense que le rôle des associations, c'est aussi beaucoup de faire ce lien entre le grand public. Nous, on fait énormément de sorties découvertes nature, de réunions de formation ou d'information du grand public dans tous les domaines de la biodiversité, mais de l'écologie en général. Et quelquefois aussi d'inviter des élus locaux. On s'aperçoit que les maires de nos petites communes, connaissez, Pierre, vous connaissez les communes rurales de la Sarthe, les maires de nos petites communes, souvent, ne savent pas. Moi, j'ai dernièrement assisté à une réunion, puisqu'on fait partie du conseil de développement du Perche sartois, où étaient conviés des élus locaux à qui était présenté le projet de Scott, donc le schéma de cohérence territoriale pour ceux qui nous écoutent et qui ne le connaîtraient pas. Eh bien, les élus locaux ne savaient pas du tout, n'avaient jamais entendu parler, par exemple, du schéma régional, enfin du STRADET. Vous voyez, il me semble que ça n'est peut-être même pas tout à fait normal, je dirais, que ce soit aux associations de faire ce travail de lien, faire ce travail de liaison. Et il me semble, et de la part du département, mais aussi de la part de la région, pardon, j'anticipe peut-être sur ce que l'on va dire tout à l'heure, mais sans doute un manque de communication, un manque de pédagogie. Alors, je sais que les informations existent, il y a beaucoup, mais nos élus ne savent guère aller les chercher que quand il s'agit d'aller chercher une subvention. Et encore, il y a beaucoup de subventions qui pourraient être utilisées, ou d'aides qui pourraient être utilisées. Voilà, je ne sais pas combien de temps j'ai encore à parler pour me présenter. Ce que je voulais dire, c'est que nous avons, oui, effectivement, nous sommes partis d'une connaissance naturaliste. On avait pas mal de scientifiques avec nous, et nous avons rejoint le groupe de Sarthe Nature Environnement, puisque Sarthe Nature Environnement, c'est une fédération qui regroupe toutes les associations de défense de l'environnement local, et ce qui nous permet d'échanger beaucoup entre nous et d'avoir des compétences extrêmement différentes. Ce qui fait que notre rôle aussi, c'est si par exemple quelqu'un vient nous appeler parce que l'agriculteur d'à côté vient de détruire une haie, et ben on va les envoyer chez nous, par exemple, parce qu'on est l'association des arbres. On a fait l'inventaire des arbres remarquables de la Sarthe. Donc, quelqu'un a un problème avec son voisin qui a détruit une haie, non seulement une haie, mais un alignement d'arbres. Bon, on vient nous chercher. Et dans ces cas-là, on a la connaissance peut-être sur les arbres, sur les plantes, mais on n'a pas forcément les connaissances juridiques. Et à ce moment-là, c'est le réseau qui va nous permettre aussi d'apporter des éclaircissements. Ce qui nous a permis, je pense à toutes les associations de protection de l'environnement, d'être très présents dans l'élaboration des PLUI, et qui devaient effectivement faire l'inventaire des haies, ils ne le faisaient pas forcément très bien, l'inventaire des zones humides et des mares, ils ne le faisaient pas forcément très bien. Et je crois qu'il y a vraiment un besoin là qui est malheureusement, j'allais dire, n'est peut-être résolu que par le monde associatif. Merci beaucoup, Edith. Je pense que c'est important d'avoir cet éclairage sur l'importance du monde associatif. Et on va passer sans transition du monde associatif au monde de l'entreprise en donnant la parole à Myriam. Bonsoir à tous. Donc ce soir, je suis là pour vous présenter des héros, donc dirigeants responsables de l'Ouest. Cette association, elle a été créée en 2010 par 3 dirigeants d'entreprise qui en fait se sont posés des questions sur l'impact qu'ils avaient sur l'environnement et la biodiversité en général dans leurs entreprises.
et qu'on souhaitait s'engager pour du coup expérimenter, inspirer des changements de comportement, influencer et puis accompagner aussi leurs collaborateurs dans cette démarche, puisque l'objectif, c'est d'embarquer un petit peu tout le monde. Et notamment en 2015, il y a une prise de conscience sur justement le changement climatique. Et du coup, les entreprises se sont posé la question de DRO en se disant comment on peut faire pour impulser des nouveaux changements. Et en fait, ils ont décidé de monter 11 chantiers pour lutter contre les effets de gaz à effet de serre. Donc moi, aujourd'hui, par exemple, je co-anime le chantier renaturation, où du coup, la renaturation, la végétalisation est un des moyens de lutter contre les changements climatiques et de remettre un peu la biodiversité au cœur de nos villes. Puisque voilà, aujourd'hui, on est sur des milieux urbains qui sont assez pauvres, où les espaces verts sont assez restreints et les espaces naturels n'en parlons pas. Et donc, l'objectif, c'est de tenter par des actions de pouvoir changer. Alors, tout simplement en fonction… alors, l'objectif, évidemment, c'est au sein de l'entreprise d'amorcer des changements. Donc, ça va être en termes de surface disponible et des moyens de chaque entreprise. DRO va les guider du coup à partir de catalogues d'actions pour remettre de la nature, ou en tout cas essayer de limiter leurs impacts. Et puis, ça va être aussi de pouvoir échanger par des groupes de travail, puisqu'on est ouvert, hein. Enfin, c'est des dirigeants d'entreprise, mais on a aussi des échanges avec des collectivités pour justement pouvoir discuter et trouver des solutions en commun pour les diffuser au plus grand nombre. Donc aujourd'hui, il y a 11 chantiers pour lutter contre le changement climatique. Donc ça va de la transition, l'alimentaire, la réduction des plastiques, puisque en tant qu'entreprise, on a un impact très fort sur, voilà, sur tout ce qui va être déchets plastiques. Donc, il y a un gros travail qui est fait. Et nous, voilà, on a commencé depuis 1 an. Avec le Covid, ça a un petit peu évidemment limité tout ça. Mais aujourd'hui, ce qu'on a fait, c'est avec les groupes de travail, on a mis en place un catalogue de renaturation qu'on appelle. Donc, en fonction de type de renaturation, on guide un petit peu sur qu'est-ce qu'il faut faire, les coûts, les surfaces qui sont nécessaires. Et puis, on envoie sur des liens d'associations, de particuliers pour justement permettre à tout dirigeant ou toute entreprise de solliciter les bons partenaires, puisque souvent, ce n'est pas un manque de volonté de leur part, c'est juste qu'elles ne savent pas qui contacter. Et donc, l'objectif, c'est que nous, on les dirige. Et là, en ce moment, on essaye aussi de faire les chantiers défis. Donc, en gros, ce qu'on veut, c'est un peu émuler au sein des entreprises. On s'est dit en fait 5 défis pour qu'au sein de cette entreprise, on fasse quelque chose pour la renaturation. Alors, c'est petit pour l'instant, mais ça va des ateliers rempotage, comment faire un potager dans son jardin, jusqu'à visiter justement des sites particuliers comme des forêts, des toitures végétalisées, pour en fait essayer de sensibiliser, de montrer qu'il y a un panel de solutions, puisque finalement aujourd'hui la biodiversité, en tout cas urbaine, finalement, elle se trouve un peu partout et l'objectif, c'est de la valoriser, cette biodiversité ordinaire. Alors évidemment, on n'est pas comme sur les grands espaces de liste rouge, de choses comme ça, mais on se dit que si on ne préserve pas la biodiversité ordinaire aujourd'hui dans nos villes, finalement, demain, elle sera extraordinaire parce qu'elle sera plus présente et ce serait assez dommage. Donc voilà, donc l'objectif, c'est vraiment de changer les comportements des dirigeants des entreprises, de leur faire prendre conscience de leur impact, qu'ils ont moyen de faire des actions assez simples et adaptées à leur budget, et puis de motiver aussi les collaborateurs à pouvoir participer à ces chantiers-là voilà, pour se sentir un petit peu plus impliqués. Du coup, petit à petit, changer de comportement, s'acculturer aussi sur qu'est-ce que la biodiversité, puisque c'est pas des sujets qui parlent à tout le monde. Et puis, finalement, entre guillemets, diffuser la bonne parole au sein des amis, de la famille, en fait, des petites actions qui, au final, se transforment en multitude de petites actions pour voilà, essayer de limiter l'impact, et en tout cas se dire qu'en tant qu'entreprise, on tente en tout cas de faire quelque chose de positif et de prendre conscience qu'on est tous responsables au final. Voilà pour ma petite présentation. Merci beaucoup Myriam. Et effectivement, l'importance que l'ensemble des acteurs se mobilisent sur ces questions si on veut avoir des résultats dans les années à venir. Je vais prendre une première question. Alors, c'est une question de Claire qui nous écrit sur Zoom, une question intéressante sur l'élevage.
Donc, elle a entendu ses voisins éleveurs indiquer qu'il est important de maintenir l'élevage pour maintenir le bocage et donc la biodiversité. Et de l'autre côté, elle se pose la question, puisqu'on entend parler qu'il faut réduire la production de viande et de lait par rapport aux enjeux climatiques. Et je proposais peut-être que Edith, vous puissiez apporter un élément de réponse à ce sujet. Alors oui, c'est la belle ambiguïté. L'élevage est accusé de beaucoup de maux. On l'a même accusé de produire du méthane, et évidemment, et d'avoir un impact même négatif sur les eaux. Mais bon, maintenant, les vaches sont des abreuvoirs spéciaux qui ne génèrent pas du tout de pollution, ne gèrent pas du tout pour les eaux. Mais le problème, c'est que c'est l'élevage quand même qui, j'allais dire, qui maintient aussi notre bocage, qui maintient toute notre biodiversité. Et je sais bien qu'il faut réduire sa consommation de viande, mais de là à la supprimer, il y a une grosse différence. Et il me semble tout à fait juste de simplement pouvoir arbitrer en consommant un élevage local. Il est évident qu'on peut très bien consommer une viande de temps en temps, pour ceux qui le veulent, à condition qu'elle ne vienne pas, que son empreinte carbone ne soit pas énorme parce qu'elle a traversé les mers, et que ce ne soit pas un élevage qui soit fait dans des fermes du type 1000 vaches ou des élevages de poulets hors sol. Je pense que vous avez… Hein, nous, on est dans la rillette, ce qu'on appelle la rillette vallée ici. Donc, c'est pas… Effectivement, on a ça. La grande différence entre l'élevage industriel avec des protéines de soja qui sont produites au Brésil et l'élevage local. Et d'ailleurs, en tant qu'agriculteur bio, il y a aussi une importance pour boucler le cycle de l'azote et pour pouvoir avoir des champs fertiles par ailleurs. Si on veut les avoir en termes de bio, il faut aussi travailler avec l'animal. Et l'élevage, finalement, excusez-moi, Edith, on revient à la terre. Pardon. Comme le temps nous est compté, je vais passer à la deuxième question, si vous voulez bien. C'est une question de Gwenaël, qui est élu dans Loire-Atlantique à la Grigonnet. Et il est demandé de se positionner sur des projets divers. Par exemple, un méga projet méthanisation. Alors, ils n'ont pas connaissance sur les impacts, et quand ils ont questionné sur les risques, tout le monde l'a pris pour un huluberlu. Est-ce que la santé environnementale doit être un point obligatoire dans les réflexions et voilà, c'est ce qu'il pose. C'est plutôt une réflexion, je pense, à ce niveau-là. Peut-être, parce que là, on parle de grands projets, peut-être d'avoir l'avis de DRO sur ces questions, parce que là, on touche aussi au monde de l'entreprise. Alors oui, surtout qu'au sein, nous, de l'entreprise, on a un bureau d'études qui travaille sur la méthanisation, et je pense qu'aujourd'hui, ce qui est le plus important, c'est pas de dire non systématiquement, mais c'est de se donner le temps, en fait, de mesurer les impacts. On a quand même quelques retours justement sur cette méthanisation de stockage qui n'était pas forcément étanche, et qui du coup, à un moment donné, ça coule dans le milieu naturel. Donc, je pense qu'en fait, en soi, c'est pas une mauvaise solution. Par contre, il faut étudier sur quel secteur on l'implante, si c'est vraiment justifié sur le territoire, puisque, c'est pas forcément obligatoire dans tous les territoires, et c'est surtout de bien travailler en amont et d'avoir un retour d'expérience. Et ce qu'on a tendance à faire généralement, c'est quand il y a quelque chose de nouveau qui a l'air bien, on y va un petit peu trop vite, et souvent, malheureusement, on a des petits écueils. Et je pense qu'avec l'expérience qu'on a aujourd'hui sur l'environnement, sur tout ce qu'on a pu développer, je pense qu'il faut se donner le temps de mesurer vraiment les atouts bénéfices, en fait. Et les contraintes, c'est-à-dire qu'est-ce que ça apporte, mais par contre, attention, qu'est-ce qu'aussi ça apporte comme contrainte, et est-ce que ça en vaut vraiment la peine. Et voilà, donc je pense qu'il ne faut pas être contre, mais par contre, il faut quand même faire très attention, notamment sur les garanties, que les zones de stockage soient vraiment étanches, et qu'il y a des mesures qui sont prises pour éviter tout écoulement dans les milieux naturels. Ça, pour moi, c'est primordial. Je peux ajouter un petit mot? Allez-y. Je suis entièrement d'accord avec Myriam.
Et je crois qu'il y a aussi une donnée à prendre en compte, c'est qu'est-ce qu'on méthanise, c'est-à-dire quels sont les intrants. Si les méthaniseurs sont alimentés avec des biocarburants, enfin une biomasse qui va aller manger du territoire agricole, je pense que c'est une aberration même, tout à fait. Mais si les intrants sont des produits qui déjà, par exemple, étaient des déchets, je pense des méthanisations qui peuvent s'implanter sur certaines grandes déchetteries, ou des méthanisations des méthaniseurs qui vont prendre des déchets industriels. Je pense aux déchets notamment justement, on parlait de viande, hein, de l'élevage. À ce moment-là, ça a du sens puisque c'est une façon de redonner aussi au sol tout en fabriquant aussi un petit peu de l'énergie. On redonne au sol un petit peu plus rapidement que ce qui aurait été fait si l'agriculteur avait fait son fumier, mais c'est quand même une façon de redonner. Mais il y a plusieurs choses. Il y a à la fois ce qu'a dit Myriam, et puis qu'est-ce qu'on met dans le méthaniseur. Merci. Une autre question, une question de Franck sur Facebook qui demande quelles actions pour protéger la faune nocturne. Effectivement, on n'en a pas parlé depuis tout à l'heure, de la faune nocturne. Et je voulais peut-être poser la question à Florian Kirchner. Est-ce qu'il y a, d'une part, parce qu'on a parlé des menaces tout à l'heure, est-ce qu'il y a des menaces particulières par rapport à la faune nocturne et quelle est aussi la situation de la faune nocturne dans notre pays? Oui, alors, il y a beaucoup de faunes nocturnes différentes, ça dépend de quels animaux on parle, mais il y a une des pollutions que je n'ai pas évoquées, qui est la pollution lumineuse, que vous connaissez tous. Alors, les éclairages à outrance, les éclairages urbains, évidemment, alors non seulement c'est énergivore, mais en plus, ça a des conséquences pour la faune. Il y a, vous savez que l'essentiel de la faune, en fait, vit de nuit, hein, vit dans les moments où les espaces naturels sont les plus calmes et les plus sans danger. Et donc, du coup, on perturbe très fortement le cycle des espèces animales en laissant des lumières éclairer la nuit. Donc là, il y a des mesures assez simples qui sont à la fois bonnes si on veut faire des énergies et bonnes pour la faune, qui sont de limiter les éclairages à ce qui est simplement nécessaire. Après, dans la faune nocturne, malheureusement, il y a plein d'autres menaces. Il y a beaucoup d'espèces insectivores. Alors, je pense aux chauves-souris, aux musaraignes, etc. En ce moment, les insectivores, sans surprise, sont en net déclin en France parce que les insectes sont en déclin. Donc, il y a un vrai problème à la base de l'écosystème, nos pesticides, la destruction des habitats dont on parlait tout à l'heure, hein, quand on parlait de haies ou de bandes enherbées, etc. Ça affecte les insectes qui sont les ressources alimentaires de plein d'autres espèces, petits insectivores, notamment les chauves-souris. Donc, si on voit les chauves-souris qui déclinent aujourd'hui, c'est pas tant les lumières, c'est plutôt la baisse de la quantité d'insectes, c'est l'éolien aussi qui a des impacts, et c'est la gestion forestière inadaptée pour certaines espèces. Oui. Merci. Est-ce que Edith ou Myriam voulait réagir aussi sur cette question de la faune nocturne? Sur la faune nocturne, c'est vrai qu'il y a un gros enjeu aujourd'hui dans nos villes, puisque on a très peu d'espaces préservés de nature, et du coup, souvent, ces espaces sont en rupture, sont fragmentés, même la nuit, c'est-à-dire qu'en fait, finalement, il y a un espace noir, et puis après, c'est lumineux tout autour. Et donc, il y a un véritable enjeu sur les opérations de renouvellement urbain demain, de recréer, si je puis dire, des connexions sombres, c'est-à-dire favoriser le déplacement des espèces la nuit, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Et je rejoins aussi Florian sur le fait de limiter l'éclairage au maximum, de travailler sur des lumières chaudes, de ne pas éclairer à outrance, d'essayer plutôt de créer des ambiances lumineuses pour la biodiversité, et d'autres pour les usages, mais pas, voilà, de faire un travail, j'ai envie de dire, de couture urbaine pour la trame noire, pour la trame sombre, comme aime à le dire. Et ça, pour moi, c'est demain un enjeu très important dans les villes, hein, parce que c'est une thématique qu'on a mis longtemps de côté. On a beaucoup travaillé sur la trame verte, donc aujourd'hui, il y a quand même des résultats. Mais sur la trame sombre, voilà, il y a quelque chose à faire, et il faut le faire. Merci, merci Myriam. Et je pense qu'il y a une question qui serait plus pour Edith. C'est Henri-Claude sur Zoom qui nous écrit « Comment aider les particuliers non agriculteurs en monde rural qui œuvrent pour la conservation de la biodiversité? Nous nous sentons souvent isolés par rapport au monde agricole. » Tout à fait. Eh bien, ça, c'est vraiment un problème. C'est pourquoi nous, on a souvent des questions qui nous arrivent, enfin qui arrivent dans les associations de protection de l'environnement.
parce qu'ils se sentent extrêmement délaissés face aux agriculteurs, surtout quand ils sont dans des communes rurales où celui qui est censé faire respecter la loi, le maire par exemple, est lui-même non seulement agriculteur, mais détruit lui-même ses haies. Donc ils ont bien du mal, je comprends qu'ils ont bien du mal. Et malheureusement, à part lorsqu'il y a à parvenir, par exemple, témoigner de façon à orienter un PLUI, par exemple, ils ont très peu de possibilités. Lorsqu'il y a une atteinte à l'environnement, ils peuvent éventuellement répondre, ils peuvent participer à une enquête publique, par exemple, mais il n'y a pas toujours des enquêtes publiques pour tout et n'importe quoi. Et comment les aider? Eh bien, on ne sait pas. Et c'est le grand problème, je crois, et peut-être qu'il y aurait des éléments, comment dire, de la pédagogie aussi à mettre en place, des aides. Ils auraient besoin de ne pas se sentir seuls face au monde agricole, c'est certain. Merci. Alors, il y a effectivement, dans ces cas-là, tout le service juridique d'un certain nombre d'associations, je pense à France Nature Environnement, qui peuvent évidemment être un bon recours. Merci Edith. Effectivement, c'est souvent un problème et on voit aussi parfois, et notamment dans les zones périurbaines, se creuser l'écart entre les agriculteurs et les périurbains, et avec des situations qui peuvent devenir assez parfois conflictuelles. Je voudrais prendre une dernière petite question, mais je voudrais vous demander d'y répondre rapidement parce qu'on va devoir conclure assez vite. C'est une question de Alain qui demande, on ne se rend pas vraiment forcément compte de pourquoi protéger la biodiversité et de l'impact au quotidien et des risques que font peser la perte de la biodiversité. Alors évidemment, on pourrait partir pour discuter des heures ou des jours ou des semaines sur une telle question, mais en 30 secondes, si vous pouviez avoir un message à faire passer par rapport à cette question. Et je commencerai par Myriam. La biodiversité, c'est les services rendus aux êtres humains, en fait, tout simplement. On fait partie d'un tout. Enfin, pour moi, c'est la lutte pour un climat sain, pour avoir des îlots de fraîcheur, pour avoir un air respirable, pour une reconnexion aussi à la nature. On voit qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de maladies qui sont liées finalement, entre guillemets, mentales, parce qu'on est complètement déconnecté de notre environnement et on se rend compte que voilà, on n'est plus en phase avec tout ça. J'ai envie de dire, si on fait partie de la biodiversité, on a tendance à l'oublier, même si on a un impact qui est quand même relativement assez négatif. On fait partie de la biodiversité et on ne peut pas vivre sans. Enfin, aujourd'hui, on le voit avec le changement climatique. Enfin, la canicule, avoir ne serait-ce qu'un arbre, un endroit vert, c'est devenu vital. Et puis, sans les espèces, enfin, j'ai envie de dire, sans les insectes pollinisateurs, plus de culture, plus de fleurs. Enfin, voilà, pour moi, c'est juste vital en fait, hein, vraiment. Hein. Je ne sais pas quoi dire de plus. Merci Myriam, c'est effectivement très convaincant. Edith, en une phrase ou deux, qu'est-ce que vous diriez? Moi, je suis tellement d'accord avec ce que vient de dire Myriam que j'ai un petit peu de mal. La biodiversité, c'est vrai que c'est nous, mais c'est peut-être aussi parce que c'est un très vilain mot et qu'il faudrait peut-être en inventer d'autres, trouver des façons. C'est vrai que quand on parle de pollinisateurs, les gens comprennent. Quand on parle de l'arbre qui va permettre de peut-être mieux supporter la canicule, les gens comprennent. Mais dès qu'on dit le mot biodiversité, on a l'impression que c'est coercitif et qu'il va y avoir des contraintes. Alors, il faut rendre, puisque en plus, il y a ce mot de biodiversité positive, il va falloir peut-être trouver la façon de rendre la biodiversité, rien que le mot, un peu plus glamour. Et je pense que dans ces cas-là, on aura peut-être gagné. Merci. Et Florian? Oui, Myriam et Edith ont déjà tout dit, l'essentiel. C'est sûr qu'on fait partie de la nature. La nature nous rend des services incroyables et en fait, sans elle, on ne peut pas vivre. Si on regarde ça à l'inverse, c'est que parfois on détruit tellement la nature qu'elle ne nous rend plus ses services. On parlait de pollinisation là à l'instant. Il y a quand même des endroits du monde où on a tellement atteint les pollinisateurs que la pollinisation ne se fait plus. Les vergers d'amandiers dans le sud des États-Unis font des fleurs, mais les fleurs ne donnent pas de fruits. Donc, du coup, les exploitants agricoles sont obligés de payer des apiculteurs pour apporter des ruches pour polliniser les amandiers.
Donc, ça veut dire qu'un service gratuit que nous rend la nature, le jour où on la détruit trop, le service n'est plus rendu. Alors ça, c'est un seul exemple. Vous en avez cité plein d'autres sur les îlots de fraîcheur ou quoi. La lutte contre l'érosion des côtes, par exemple, les dunes, ça permet de protéger le littoral, c'est ça, la protection des sols. Peut-être un dernier exemple, c'est les médicaments aussi. On n'y pense pas, mais la moitié des médicaments qu'on utilise pour se soigner, la moitié des molécules viennent de plantes ou d'animaux. Alors, bien sûr, quand on les synthétise, on n'a plus besoin de ces animaux, on peut dire ils peuvent disparaître. Mais si une espèce disparaît avant qu'on isole une molécule, c'est des pertes de chance pour demain. Et on est dans un monde où on va avoir des nouvelles maladies, des nouvelles épidémies. Donc, on a besoin de toutes les espèces qui nous entourent. Certaines sont peut-être la solution aux maladies de demain. Donc, c'est un peu notre assurance vie, la nature, et on en a besoin pour vivre. Merci Florian. Et alors, ça me rend le travail très difficile ensuite d'aller vers la conclusion de cet atelier, parce que vous avez déjà dit tellement de choses. Moi, je voudrais juste recentrer un tout petit peu sur la problématique régionale. Et je pense que dans ce que vous avez dit, il y a beaucoup de choses qui sont très importantes pour deux futurs élus, en tout cas je l'espère. On a vu en parlant des menaces, que l'aménagement du territoire et l'agriculture sont vraiment les deux leviers principaux. Enfin, d'un côté, on peut les voir comme deux problèmes principaux, deux menaces principales pour la biodiversité, mais également du coup deux leviers très intéressants pour justement travailler à la protection de la biodiversité. Et ce sont deux compétences qui sont tout à fait régionales, dans l'aménagement du territoire et l'agriculture par le biais de la gestion des fonds européens du deuxième pilier, du pilier environnemental. Donc, il y a des leviers qui sont importants aussi au niveau de la région. Je pense que parfois, nos concitoyens oublient que ce levier, cet échelon administratif a un rôle important à jouer. Je note également de ce qu'a dit Edith, l'importance de la mobilisation citoyenne, l'importance de la mobilisation du monde associatif pour intervenir en amont des problèmes, d'une part par la sensibilisation du plus grand public pour que la question de la nature, la protection de la nature soit plus présente pour nos concitoyens, et également pour venir en amont lorsqu'il y a des aménagements qui risquent de poser des problèmes. Et donc, l'importance de ce réseau associatif dans les Pays de la Loire est important. Et on peut regretter, par exemple, que les appels à projets biodiversité aient été arrêtés ces dernières années. Et on a beaucoup d'associations dans notre région qui actuellement souffrent de la fin de ces financements. Donc, c'est quelque chose qui est certainement important à prendre en compte pour les années qui viennent, qui seront particulièrement cruciales au niveau de la biodiversité et du changement climatique. Et enfin, également, avec Myriam, toute la question de l'engagement du secteur privé. On a souvent tendance d'avoir dans le monde de la protection de la nature, de voir justement le monde de l'entreprise comme un épouvantail, quand on entend certains articles ou certains médias, de mettre le monde de l'entreprise comme étant véritablement la source de tous les maux, alors qu'en fait, c'est la source de beaucoup de solutions. Et la mobilisation que ce soit du monde associatif, des citoyens et du monde de l'entreprise et des élus, c'est ça qui pourra faire en sorte qu'une bataille pour une biodiversité positive, la bataille qui s'annonce, c'est une bataille qui est très enthousiasmante à partir du moment où on réussira à mobiliser ces différentes énergies. Nous arrivons pratiquement au terme de cette conférence. Il reste une petite question rituelle que nous posons à chacun de nos grands témoins. Cette question, c'est si demain vous étiez vice-président à la biodiversité, au conseil régional ou conseiller spécial pour le conseil régional, quelle serait la première mesure que vous mettriez en place? Et je pose la question à Edith pour commencer. Ça, c'est un beau piège. Je ne sais pas exactement quelle serait la mesure, mais elle concernerait peut-être les enfants, dont on a assez peu parlé dans la protection de la biodiversité. Ils ont un rôle formidable, notamment dans leur cantine. Ils font le travail quelquefois à notre place. Et je ne sais pas sous quelle forme, mais j'essaierai de monter des projets qui concernent vraiment les enfants, parce que ce sont aussi ceux qui ouvrent la porte pour les parents. Merci Edith.
Florian, Oui. je sais que vous n'habitez pas dans les pays de la Loire, mais en tant que conseiller spécial pour le vice-président chargé de la biodiversité. Non, je me garderai bien de ce type de conseils, mais il y a plein de mesures à prendre. On a déjà évoqué plein là, sur la pollution lumineuse, l'aménagement du territoire, les enjeux agricoles, effectivement, que les fonds européens, là, c'est essentiel, il y a un levier majeur. Moi, j'allais dire quelque chose un petit peu comme ce qu'Edith vient de dire. Il y a quand même un enjeu essentiel de connexion à la nature. Donc, si on veut protéger la nature, il faut avoir conscience de notre environnement. Et aujourd'hui, ce n'est pas que les urbains, malheureusement, c'est que même dans les zones rurales, on se déconnecte de la nature, on n'apprend plus à regarder la nature. Et je pense que la première chose à faire, si on veut qu'à l'avenir, on fasse bien les choses, c'est que les jeunes, les enfants soient connectés à la nature. Et donc, ça veut dire encourager les sorties nature, apprendre aux enfants à ouvrir les yeux sur les espèces qui nous entourent, le fait qu'on fait partie d'un écosystème, apprendre ce que c'est que la pollinisation, etc., qu'on est entouré d'autres vivants. Et à mon avis, c'est un des points de départ qui permet ensuite, cette conscience de la nature et de notre environnement, de l'aimer et de le protéger. Donc, c'est quelque chose d'assez essentiel qu'on doit encourager, soit via les centres d'accueil en vacances pour les enfants, les centres de loisirs, soit via les écoles. Enfin, il y a plein de façons de faire. Et comme l'a dit Edith, ça permet de toucher les parents aussi. Merci. Je pose la même question à Myriam. Alors moi, ce que j'aimerais en tout cas, c'est de faire en sorte de mettre des moyens techniques et financiers pour rendre accessible la nature à tous. Parce que malheureusement, aujourd'hui, en fonction de son milieu social et de là où on vit, l'accès n'est pas le même pour tous. Et moi, mon combat, ce serait que tout le monde y ait accès, quel que soit son âge, son origine, son métier, l'endroit où il habite, qu'il ait son bout de nature et du coup qu'il puisse savoir ce que c'est, les bienfaits qu'il a et du coup par cette sensibilisation, cette acculturation, ce contact, qu'il ait naturellement, le citoyen ait envie de protéger cette nature justement parce que quand on a un contact avec, on a plus envie de protéger que si on est complètement déconnecté. Voilà. Merci. Alors, quelle admirable manière de reconnecter avec l'objectif d'une région écologique, citoyenne et solidaire, puisque là, on est en plein dedans avec vos phrases de conclusion. Il est maintenant l'heure de terminer cet atelier. Je voudrais tout d'abord remercier nos 3 grands témoins. Merci pour votre disponibilité, merci pour votre engagement, et pas seulement ce soir pendant cet appel, mais je sais combien vous dépensez sans compter pour la préservation de la nature, et je vous en remercie. Cet atelier, je le dis pour tous les participants, il sera aussi disponible sur YouTube et sur SoundCloud en replay dans les mois et les semaines et les années à venir. Si vous avez des questions et où vous avez encore besoin de compléments d'information, vous pouvez nous contacter sur contact@pdl2021.fr. S'il y a des questions auxquelles on n'a pas pu répondre ce soir, on se chargera de vous y répondre par la suite. Et puis, n'oubliez pas de faire signer l'appel à vos amis, à votre famille, à vos voisins, pour qu'on soit le plus nombreux possible dans les mois qui viennent. Et aussi, je voudrais en profiter, puisque c'est le dernier atelier, et je voudrais porter un immense remerciement à l'ensemble de l'équipe qui a préparé ces 15 ateliers, qui ont réuni 47 grands témoins, et plus de 1000 participants au cours des 6 derniers mois. C'est un travail énorme, un travail immense. Donc, je pense notamment à Martin, à Nina, à Marion, à Théo, au nom de tout le collectif, puisque c'est moi qui ai la chance de parler ce soir et de terminer ces sessions. Je vous remercie du fond du cœur et je vous dis encore bravo. Et je vous souhaite à tous une bonne soirée et d'aller profiter de la nature, même pendant cette période de confinement, profitez-en. Allez vous reconnecter. Merci à tous. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir.